Lorsque vous allez être sorti de l'épisode de manie de dépression, votre médecin ou professionnel de santé va vous aider à formuler un plan pour éviter les rechutes futures en manie ou en dépression. Il va d'abord vous aider à identifier les signes et symptômes de manie, votre signature de rechute et vos signes et symptômes de la dépression. Donc, les signes et symptômes auxquels vous devez porter attention et qui vous indiquent que vous devez faire quelque chose de particulier pour éviter de rechuter vers la dépression ou la manie. On sait que c'est possible pour les individus qui souffrent de troubles bipolaires d'identifier les signes et les symptômes qui indiquent une rechute. Donc, par exemple, dans des études, on voit que 92 à 100 des gens peuvent voir qu'ils s'en vont dans un épisode de manie et 70 à 75 des gens peuvent voir qu'ils s'en vont dans un épisode de dépression. Qu'ils ont du temps pour agir aussi. Par exemple, la durée du prodrome, donc les premiers symptômes qui surviennent avant l'épisode de manie ou de dépression, sont de 1 à 84 jours pour la manie et 1 à 31 jours pour la dépression. On va donc encourager les individus qui souffrent de troubles bipolaires de remplir un graphique de l'humeur de façon mensuelle lorsqu'il n'y a pas d'événement stressant particulier et un jour sur deux dans des périodes à risque, par exemple, des périodes où on prévoit des voyages, des périodes de stress, où est-ce qu'il y a des conflits. Pour identifier votre signature de la rechute vers la manie et la dépression, votre médecin va vous encourager à les noter sur un papier et les mettre en ordre chronologique, lesquels apparaissent au début, au milieu et à la fin. Quels peuvent être ces signes? On peut s'inspirer de ceux qui sont identifiés par les patients selon ces trois études. Donc, par exemple, dans ces trois études, les patients identifiaient que leurs signes et symptômes de manie étaient les suivants. Donc, que quand ils allaient dans la manie, ils pouvaient identifier qu'ils étaient plus hyperactifs, qui avait une humeur élevée, qui souffrait d'insomnie, qui était plus volubile, présentait une tachypsychie, les idées allaient vite dans leur tête. L'estime de soi était augmentée, était plus distrait, plus énergique. Les sens étaient aiguisés, se sentaient créatifs. Ils dormaient moins. Il y avait plus d'activités dirigées vers un but, plus de projets, plus irritable, plus sociable, plus optimiste, plus surexcité. Et dans les épisodes de dépression, ils identifiaient qu'ils devenaient plus tristes, fatigués, problème de concentration, des idées noires, l'insomnie, peu de plaisir, perte de poids, manque de confiance, ne peut pas faire ses tâches habituelles, pas de plaisir, ne peut pas se lever, s'isoler, tristesse, difficile de concentration, ne peut pas mettre ses inquiétudes de côté, pas de motivation, faible estime personnelle, pensée négative. Par ailleurs, d'autres questions que vous pouvez vous poser pour identifier votre signature de la rechute sont les suivantes. En rétrospect, quand vous pensez à un épisode de manie ou quand vous pensez à un épisode de dépression, quel est le premier signe que vous ne filez pas? Quelle sorte de pensée avez-vous? Quelle sorte d'idées, de croyances? Quelle est votre vision des autres, de vous-même, la vitesse de vos pensées? Quelles émotions viennent plus souvent? Êtes-vous plus heureux? Votre humeur change comment? Est-ce que vous êtes plus irrité, anxieux, sensible? Quels sont vos comportements à ce moment-là? Est-ce que vous avez tendance à faire plus d'activités parce que vous avez plus d'énergie, moins parce que vous avez moins d'énergie? Est-ce que votre routine de vie est perturbée? Est-ce que vous mangez plus, vous dormez moins? Comment conduisez-vous l'automobile? Quelle est votre relation avec autrui dans ces moments-là? Est-ce que vous faites des choses inhabituelles? En rétrospect, comment avez-vous perçu cette période de changement? Comment vous voyez-vous à ce moment-là? Comment voyez-vous les autres? Comment voyez-vous le monde? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent, comme par exemple la religion, la politique, les gens célèbres? Comment votre vie change-t-elle quand vous avez une rechute? Qu'est-ce que les autres remarquent? Quels commentaires vous fait-on? De quoi parlez-vous dans ces moments? Donc, vous pourriez, par exemple, regarder la diapositive à l'écran, puis cocher les signes et symptômes qui s'appliquent à vous dans les épisodes de dépression à gauche et les épisodes de manie à droite. Une fois que vous les avez cochés, vous pourriez les mettre en ordre chronologique pour identifier les signes qui arrivent plus tôt, au milieu de l'épisode et à la fin. Comme par exemple ici, Nora, une patiente, avait cette signature de la rechute. Au début, dans un épisode d'hypomanie, de manie, elle commençait à faire de l'insomnie un jour sur 4, faire plusieurs tâches, avoir beaucoup d'énergie, lire plusieurs livres. Elle voulait s'inscrire à des cours. Par la suite, si l'épisode se continuait, les pensées allaient vite. Sa famille disait « tu bouges beaucoup ». Elle avait beaucoup de projets. À la fin, elle avait mal aux joues, elle souriait trop. Elle dépensait de façon excessive pour des choses inutiles. Elle était impatiente, elle conduisait vite. La libido était élevée. Donc, après avoir identifié votre signature de la rechute, on va vous encourager à élaborer un plan d'action pour éviter la rechute. Donc, parmi les stratégies que les gens utilisent spontanément pour éviter que la manie se prolonge, on voit que les individus souffrant de troubles bipolaires identifient les suivants. Dans les comportements qu'ils ont trouvés utiles, il y a de modérer les comportements excessifs, de se retenir, de faire des activités calmes, de se reposer, de voir le médecin, de prioriser, de réduire le nombre de tâches, parfois de faire un arrêt de travail. Et dans les stratégies en rétrospect moins bonnes, c'est de continuer de faire les activités, d'en faire plus, de profiter du rêve,
de dépenser plus d'argent, de sortir plus souvent, de remplir toutes les minutes de la journée, de boire, de s'emporter. Et dans les épisodes de dépression, les individus qui souffrent de troubles bipolaires ont identifié ces stratégies comme étant particulièrement productives, particulièrement aidantes pour sortir de la dépression. S'organiser, s'occuper, obtenir du soutien social, rencontrer des gens, se distraire en faisant des choses, reconnaître les pensées irréalistes, évaluer si ça vaut la peine de s'inquiéter, établir une routine, faire de l'exercice, voir un médecin. Et dans les stratégies qui étaient moins bonnes, de rester au lit et espérer que la dépression parte, de rien faire, de prendre des somnifères, d'éviter les contacts sociaux. Pour gérer les épisodes de dépression où est-ce qu'on est triste tout le temps et les épisodes de manie où est-ce qu'on est trop heureux ou très irritable, on va faire un plan d'action qui comprend chacun de ces éléments-là. Donc, sur le plan biologique, on va se trouver des stratégies. Au niveau comportemental, des actions qui sont plus productives à faire à ces moments-là. Des pensées, la façon de voir les choses, on va essayer de voir comment on peut prendre du recul. Puis, on va voir aussi comment l'environnement peut nous aider également à raccourcir les épisodes de dépression et de manie. Donc, si on regarde un exemple de plan d'action pour l'hypomanie, par exemple, sur le plan biologique, comment on peut agir sur notre corps? On peut prendre, si on voit qu'on s'en va vers un épisode de surexcitation, plus de médicaments ou certaines sortes de médicaments, d'éviter les substances stimulantes parce qu'on est déjà trop excité, comme par exemple le café, le thé, le cola, le chocolat, mais parfois aussi la cocaïne, le speed. Sur le plan comportemental, on peut également éviter de faire trop d'exercices aussi pour éviter de surstimuler le système. Sur le plan comportemental, on va viser aussi des activités qui amènent le repos, la détente. Donc, planifier ces activités, de ne pas trop en faire, de s'assurer qu'on dort un bon 7-8 heures par nuit, qu'on reste au lit au moins 6,5 heures, de faire moins d'activités, de prendre plus de temps pour s'asseoir, écouter, pratiquer la relaxation, minimiser la stimulation environnementale. Par exemple, se mettre dans une chambre tranquille, sombre, d'observer les mouvements, de prendre le temps de s'asseoir pour manger, parler plus lentement, éviter de trop gesticuler, éviter les confrontations. Sur le plan cognitif aussi, comment on peut prendre du recul face à nos pensées qui nous amènent à profiter de toutes les opportunités qui se présentent à nous. On peut, par exemple, se donner des phrases pour ralentir. Donc, ralentir, une chose à la fois. La vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. D'essayer de les écrire sur des fiches mémo. Par exemple, une bonne idée maintenant sera bonne plus tard. De se donner des règles avant de prendre des décisions intempestives. Par exemple, de faire les coûts-bénéfices d'une décision. Pourquoi ce serait une bonne idée d'agir maintenant versus d'attendre un peu plus tard? De, par exemple, se donner un délai de 48 heures avant d'appliquer notre décision, de solliciter le feedback de 2 personnes, de demander à 2 personnes s'ils pensent que notre plan est bon. De faire de la résolution de problèmes anticipatoires. Donc, par exemple, si dans chaque épisode de manie, j'achète des billets puis je m'en vais ailleurs, peut-être de voir qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois. Je pourrais peut-être donner ma carte de crédit à quelqu'un. Je pourrais également lui donner mon passeport. Dans ces épisodes-là également, puisqu'on a tendance à voir juste le côté rose des choses, le côté positif, de se forcer à imaginer les conséquences négatives. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je mets mon plan d'action? Qu'est-ce qui est arrivé dans le passé quand j'ai mis mon plan d'action? On peut se poser certaines questions aussi pour essayer de prendre du recul par rapport à cette vision trop optimiste des choses. Pourquoi ai-je besoin de faire les choses maintenant? Est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage à attendre? Est-ce que j'ai déjà eu des idées qui me semblaient fantastiques qui n'ont pas été si bonnes que ça en fin de compte? Qu'est-ce qui va arriver si j'attends quelques jours? Qu'est-ce que mon meilleur ami me conseillerait de faire? Qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur ami? Qu'est-ce que je pourrais faire afin de m'assurer qu'il s'agit d'une bonne décision? Et sur le plan social, comment l'environnement peut nous aider? On peut donner notre plan d'intervention à quelqu'un en qui on a confiance, d'établir des règles pour éviter l'impulsivité. Par exemple, remettre nos clés, notre carte de crédit, notre passeport, s'entendre sur un couvre-feu. Donc, à telle heure, je dois rentrer à la maison, sinon tu dois m'appeler pour que je rentre à la maison. De s'entendre sur le fait qu'on ne doit pas donner son numéro de téléphone à des étrangers, d'éviter l'alcool, les drogues. Et si on regarde maintenant un exemple de plan d'action pour la dépression, donc si on regarde également les 4 éléments, donc sur le plan biologique, quel plan d'action on pourrait avoir, comment on pourrait agir sur notre corps pour nous aider à sortir de la dépression, on pourrait prendre certains médicaments. Éviter de prendre de l'alcool, des drogues, comme par exemple l'alcool pour être capable de s'endormir le soir, peut amener des épisodes de micro-éveil pendant la nuit qui fait que notre sommeil est moins réparateur, donc on peut avoir tendance à dormir plus longtemps, rester plus longtemps au lit. Ou prendre des drogues comme la marijuana qui peuvent nous apaiser, diminuer notre anxiété qui peut être très présente dans la dépression, mais qui à long terme peut entraîner l'apathie, la difficulté à se mettre en action. On peut s'assurer de faire de l'exercice 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine, même si c'est seulement une marche rapide, parce que l'exercice physique est un antidépresseur puissant. De faire des démarches de 30 minutes le matin pour profiter du soleil qui peut avoir un effet antidépresseur. Donc, également, on peut utiliser une lampe de photothérapie à utiliser sur l'heure du midi. Sur le plan comportemental, ce qu'on fait, on peut éviter de rester au lit trop longtemps, de se coucher et de se lever à des heures régulières pour synchroniser notre horloge intérieure
et nous aider à être réveillés le jour et endormis la nuit. On sait que pour chaque journée qu'on passe au lit, on perd 3% de notre masse musculaire, donc on devient de plus en plus faible. Également, si on reste trop longtemps au lit, c'est comme si on diminuait la qualité du sommeil la nuit. C'est un peu comme un café qu'on dilue trop. On peut également s'assurer de suivre une routine qu'on a planifiée à l'avance plutôt que de suivre nos émotions. Donc, par exemple, se dire, demain, je vais me lever à telle heure, je vais faire telle activité, puis de suivre le plan plutôt que notre humeur qui va nous inciter à rester plus longtemps au lit. De s'assurer de planifier des activités plaisantes et valorisantes, au moins une activité plaisante, une activité valorisante, un petit défi à chaque jour, pour éviter que notre vie devienne de plus en plus vide, de plus en plus stressante, ennuyante. C'est pas facile de se sentir heureux lorsque notre vie est vide de sens. On va éviter également, éviter à remettre à demain, parce que plus on fait ça, plus la montagne de tâches s'accumule et nous déprime. Donc, on va affronter tâches une à une en les divisant en étapes et en se félicitant à chaque étape. Sur le plan cognitif, on va éviter de se critiquer de façon indue. On va éviter de passer son temps à ruminer, ressasser nos erreurs, nos déficiences, parce qu'on sait que les ruminations, la tendance à passer tout notre temps à se taper sur la tête, à se questionner sur les causes, les conséquences de la dépression, ça va augmenter la durée et l'intensité de la dépression. On peut vous encourager à lire le livre Bien dans sa peau pour trouver d'autres techniques cognitives pour surmonter la dépression. Sur le plan social, donc comment notre environnement peut nous aider, on va s'encourager à ne pas s'isoler, à utiliser notre réseau de soutien pour nous aider à sortir de la dépression, à prendre du recul par rapport à nos pensées dépressives qui vont nous maintenir dans la dépression. Donc, par exemple, le plan d'action de Nora ressemble à celui-ci. Donc, si elle identifie des signes et des symptômes qui indiquent qu'elle s'en va vers l'hypomanie, elle va d'abord donc dormir, prioriser, faire des activités calmes, prendre le temps de relaxer, ne pas trop en faire. Ensuite, si ça continue, d'augmenter sa médication, d'être moins stimulée et à la fin, d'augmenter sa médication, d'appeler son psychiatre, d'aller à l'urgence. Après l'épisode de manie, on peut faire également un plan d'action pour essayer de réparer les dommages et éviter les rechutes. Donc, par exemple, on peut choisir d'apprendre de son expérience plutôt que de se taper sur la tête et éliminer les sources de stress dans le futur qui ont amené cette fois-ci à un épisode de manie. Par exemple, les voyages, de diminuer le nombre de voyages qu'on va faire qui implique un décalage horaire, d'éviter de travailler de nuit, etc. On va essayer d'établir un bon réseau de soutien professionnel, de, par exemple, s'entendre avec nos professionnels de la santé sur l'automédication. Quelle médication je dois prendre un peu plus, un peu moins dans certains épisodes? Dans quelles circonstances je dois me rendre à l'urgence, à l'hôpital? D'établir un bon réseau de soutien social, de réparer les dommages, comme par exemple si j'ai eu une aventure pendant un épisode de manie, peut-être avoir des rencontres de couple pour pouvoir diminuer les dommages que ça a fait à ma relation. Pour diminuer la vulnérabilité à long terme, de s'assurer d'avoir un bon équilibre entre le travail, la vie personnelle, les heures de sommeil, et d'éviter de rentrer dans le cercle vicieux où on essaie de rattraper le temps perdu. Donc, par exemple, quand on est dans la dépression, on a tendance à moins en faire, ce qui fait qu'on accumule les problèmes, les tâches à faire. Puis, quand on a un peu d'énergie, on peut avoir tendance à vouloir rattraper le temps perdu en faisant toutes ces activités et en négligeant le temps de repos, le temps de sommeil, ce qui va nous mettre plus à risque d'avoir un autre épisode de manie ou de dépression. Donc, on va se dire, bon, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je vais essayer d'en faire un petit peu à la fois pour essayer de, tranquillement pas vite, régler mes problèmes. On peut prendre des actions positives pour diminuer le stress lors de la convalescence. Par exemple, si on a trop acheté, on pourrait rendre les choses qu'on a achetées pour diminuer notre dette et pas être mis à un stress considérable. Pour plus d'outils pour votre plan d'action pour la rechute, nous vous encourageons à cliquer sur les liens sous cette vidéo.